C'est le dernier webinaire du parc, des essentiels du parc, après une série de 7-8 webinaires. On a dû reporter celui qui s'appelait la site de baignade et au crier qu'on va dérouler aujourd'hui. Et donc, ça va être un peu un deux en un, puisqu'on va aussi vous présenter les conseils nature du géant. Donc aujourd'hui, du coup, deux thématiques à l'ordre du jour, les deux dernières. Et donc, on aura deux intervenants du parc pour pour ces thématiques, Christian Roch, voilà, et Baptiste. Donc, il faut compter une heure pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous propose de démarrer. Si Christian, c'est bon pour toi, on y va. Vous pouvez couper votre micro et votre caméra puisque c'est enregistré. Voilà, vous connaissez les règles du jeu, je pense maintenant. Je fais rentrer Nathalie et on y va. Allez, on va pouvoir y aller. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous faire la première partie qui durera pas 30 minutes, je vous rassure, parce qu'on va parler des sites de baignade et eau criée, du territoire du parc du Mont Ventoux et des EPCI qui le couvrent. L'idée, vous connaissez déjà comment on dit, les règles du jeu, hein, Lise vient de vous les rappeler, donc je vais pas revenir dessus. Alors, sur le parc du Ventoux, on va commencer par les sites de baignade. Alors, on a 5 sites de baignade officiels. Je dis officiels, vous allez voir pourquoi ils sont officiels. C'est parce qu'il y a justement des mesures de la qualité de l'eau sur ces sites. Donc, il y a 5 sites. C'est des mesures qui sont faites par l'ARS. Je reviendrai dessus après. Et je vous propose de passer site par site un peu les particularités qu'on a. Donc, on en a 4 dans le parc du Ventoux et un qui est vraiment en bordure en monteux. Donc, on va commencer par le plan d'eau des Salettes à Mormoiron. Alors, ce plan d'eau des Salettes a été, vous voyez une carte sur la droite, ça correspond au périmètre labellisé espace naturel sensible. Donc, il a été labellisé donc en 2019. Depuis, il y a un plan de gestion qui a été mis en œuvre sur ce site-là. Donc, ça comprend, vous voyez, l'espace de baignade qui est au centre. Je ne sais pas si vous voyez la souris, mais normalement oui. La partie stationnée qui est au nord et en fait toutes les collines aussi également que vous voyez là au sud qui sont inclus dans cet espace naturel sensible. Ce plan de gestion permet en fait, on va dire, malgré une forte fréquentation, d'avoir des actions qui permettent de conserver les qualités environnementales et de biodiversité du site. Il y a également un gros projet qui a été accompagné par le parc et porté par la commune de Montmoron sur l'aménagement de ce site. Donc c'est une réhabilitation de tous les abords du plan d'eau qui a été réalisé en 2022-2023 sur les travaux. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était avant, mais on avait vraiment les voitures qui pouvaient arriver à accéder jusqu'à l'arrière-plage. Il y avait des aménagements successifs qui ont été faits qui n'étaient pas toujours, qui étaient plutôt vieillissants. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver le côté d'un site nature et d'un espace de baignade en pleine nature. Et c'était vraiment l'idée de ces aménagements qui ont guidé ces aménagements. Donc l'idée, c'était aussi de travailler en premier lieu sur les stationnements. Donc vous voyez, il y a un stationnement qui est au nord, qui est le stationnement principal. On a la photo en haut à droite. Là, on a à peu près 360 places de stationnement, donc c'est quand même assez important. Il y a un petit parking complémentaire au bas à côté de l'acrobranche qui n'est pas indiqué de manière préférentielle, hein, puisque c'est vraiment surtout pour les utilisateurs de l'acrobranche et de ceux du reste de la cahute. Il faut dire, voilà, ça est le parking principal, c'est le parking du haut quand on arrive. Il y a une flèche qui dit parking et il faut aller se garer là-dessus. On est à 2 minutes de marche, 3 minutes, on va dire, si on est lent, du bord du lac. Donc ça fait vraiment très peu de distance à parcourir pour les piétons. De faire ces parkings, ça a permis de refaire des aménagements aussi de pleine nature, d'avoir une meilleure gestion de l'eau qui, avant, on avait beaucoup de débordements, de l'eau qui passait dans des tuyaux aussi. On avait de l'eau polluée qui arrivait dans le lac, hein, ce qui avait une incidence sur la qualité des eaux de baignade. Donc, toutes ces actions de renaturation ont permis aussi de créer les conditions d'avoir une eau de meilleure qualité, puisque c'est un petit vala, une petite rivière hein, qui se jette dans le lac. Et ben de l'avoir ressorti de ces tuyaux sur une grande partie et d'avoir fait des nœuds méandreux, ça permet une épuration de l'eau et d'avoir à la fois moins de polluants dans l'eau, mais aussi lors d'épisodes pluvieux plus importants, de ne pas avoir la plage qui part et qui va directement au fond du lac. Donc voilà, tous ces aménagements ont été faits à la fois pour la nature, mais pour un meilleur fonctionnement du site. Alors,
Il y a beaucoup d'activités possibles puisque ce projet, c'était déjà comme ça, hein, mais on l'a pensé d'une manière large, pas comme une base de loisirs, mais comme une base d'activités de plein air et de pleine nature. Parce que au-delà du lac et de la baignade, il y a plein d'activités possibles. Voilà, il y a de la randonnée maintenant qu'on peut faire avec le tour du lac ou le Val de Marqueton, qui sont les collines aucrières au sud. Donc voilà, c'est des sentiers pédagogiques à la fois qui permettent de découvrir faune, flore, etc., mais qui sont aussi balisés, qui permettent de découvrir les ocres à l'arrière de ce lac. Il y a de la pêche qui est autorisée avec un parcours découverte qui est en train d'être mis en place. Il y a toujours la course d'orientation, ça n'a pas changé, ce qui permet de découvrir les alentours. Et puis, il y a l'acrobranche qui était existant et qui existe toujours. Et bien sûr, en bord de plage, pétanque, beach volley, etc., il y a pas mal d'activités qui peuvent se faire aussi. Donc, l'idée, c'est aussi d'en faire un point d'ancrage sur ces activités de pleine nature où il y a quand même, voilà, il y a des circuits de la Provence à vélo qui passent aussi ici. Donc, vous voyez, les activités, c'est vraiment un point d'ancrage pour plein d'activités de pleine nature. Avec des petites précautions sur site, hein, comme on retrouve dans tous nos sites naturels. Voilà, on a la pêche qui est autorisée, mais plutôt très tôt le matin en période estivale parce que bah, l'après-midi, il y a les baigneurs. Et toujours les classiques, on utilise les poubelles, on circule pas en engin motorisé, on cueille pas de plantes, on fait pas de camping caravane sur ce secteur. C'est un espace naturel sensible, on fait pas de feu. Donc vous voyez, vous retrouvez vous allez retrouver ces précautions, ces réglementations sur beaucoup de sites. Il y a également dans le risque incendie, puisque ça c'est aussi de l'accès à ce site. Alors vous savez, l'État avait découpé le département par massif selon le niveau aussi de risque qui pouvait exister. Et c'est un site dérogatoire, c'est un des seuls, puisque l'acrobranche, en fait, même en risque rouge, l'accès à l'acrobranche qui est très bien géré, où il y a des personnes sur place qui sont compétentes, est encore autorisé. C'est seulement en cas de risque extrême, donc sur le massif de la plaine du Comtat, que la fermeture est totale et de l'acrobranche également. Voilà pour les petites informations sur les lacs des Sallettes. On va passer au lac du Paty. Lui aussi, c'est un ENS, un espace naturel sensible, mais depuis plus longtemps, puisque ça, c'est 10 ans avant. Le lac des Sallettes, le Paty, et lui aussi a été labellisé espace naturel sensible. Donc avec un foncier qui est communal et un peu de privé, mais surtout du communal, hein, et un plan de gestion qui n'est pas réalisé, qui est en cours de réalisation sur ce secteur. Alors, il n'y a pas d'aménagement particulier au-delà que vous connaissez qui ont été faits. Il y a eu un peu, il y a quelques années, des aires de stationnement, notamment que vous voyez avec les guinguettes, les hauts et le Laurent, qui permettent d'accueillir les gens sur site et que les voitures ne se stationnent pas un peu n'importe où dans ce massif où il y a quand même un risque incendie important. Il y a une baignade qui est autorisée entre juin et septembre. Elle n'est pas surveillée, comme je ne vous l'avais pas dit, mais la baignade est surveillée sur le lac du Paty. Elle ne l'est, pardon, sur le lac des Salettes. Elle ne l'est pas sur le lac du Paty. Donc il y a des activités possibles aussi, toujours un peu de pêche. Il y a une aire de pique-nique, la petite buvette, la petite guinguette du Paty aussi qui est ouverte en saison. Et de la randonnée avec des sentiers pédagogiques que l'on trouve autour. Et sur les réglementations, vous voyez, c'est exactement les mêmes. On est aussi en espace naturel sensible, exactement les mêmes que sur le lac des Salettes. Alors là aussi, on a, en cas de risque incendie, alors on n'est plus sur le secteur massif du Comtat, on est sur le secteur massif des Dentelles et de Montmirail. Donc là, en cas de risque rouge, il y a encore un accès possible sur la rive droite du lac. Donc la rive droite, c'est celle où il y a la route. Mais en cas de risque extrême, la fermeture est absolument totale. On n'a plus le droit d'accéder du tout dans le massif. Voilà. Voilà pour les petites infos concernant ce site de baignade. Alors, après, on a le site de baignade des Gorges du Toulourin, où bien sûr, voilà, ça c'est aussi pas de baignade. On a déjà vu un précédent séminaire, donc webinaire, donc je vais aller rapidement. Euh, on vous garde les idées. L'idée de base, ne pas promouvoir la destination Gorges du Toulourin. Voilà, il ne faut pas y aller, on ne le promeut pas. S'il y a des gens qui veulent y aller, il faut leur dissuader en disant que c'est compliqué, qu'il y a des risques importants, que c'est difficile de se garer, que c'est souvent rempli, qu'il y a trop de monde, etc. Et pouvoir les orienter vers les autres sites de baignade ou de découverte dont on parle aujourd'hui. Et puis si malgré tout ils veulent y aller, il faut quand même leur fournir un certain nombre de bons comportements à adopter parce que c'est quand même un espace où il y a beaucoup de risques. Donc je ferai un petit point là-dessus.
Les gorges du Toulon-Inclin, cette fois, on est dans le côté massif du Ventoux, voilà, sur les éléments. Et vous voyez aussi, il y a quand même, ça fait plusieurs années, c'est en train de se régler, on va le voir en cette saison, mais sur la qualité des eaux de baignade qui sont faites par l'Agence régionale de santé, on voit que les 4 années précédentes, 2023, il y a une qualité des eaux de baignade qui était insuffisante, donc avec des pollutions assez importantes sur ce secteur-là. On va voir si les mesures qui ont été prises en amont permettent aujourd'hui d'avoir une qualité suffisante qui va rester suffisante sur le long terme. C'est aussi dû à ce que l'été, on n'ait pas beaucoup d'eau dans ce cours d'eau et que du coup, les pollutions se trouvent moins diluées. Alors, les modalités d'accès, vous les connaissez, hein. On vient soit de Molan-sur-Ouvèze, soit de Malaucène. On a deux parkings de 60 places qui se répondent de part et d'autre du cours d'eau. C'est 10 euros par véhicule, payant entre fin juin et fin août, voilà, sur les deux communes, donc avec un tarif unique qui permet aussi de réguler la fréquentation à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes. Euh, il y a un nouveau projet aussi qui a été fait, c'est sur la troisième entrée côté Molan qui s'appelle Notre-Dame-des-Anges, où le parc va aussi accompagner la mise en place du nerf naturel de stationnement à Notre-Dame-des-Anges que vous voyez en photo, où là il y aura 30 petites places et toujours aussi 10 euros par véhicule. C'est les mêmes préconisations et les mêmes tarifs que côté central sur le hameau de Vaux. Là aussi, il y a un secteur qui a été revalorisé, on va dire, avec la chapelle de Notre-Dame-des-Anges à côté, un petit peu de randonnée, etc., qui peuvent être faits sur 6 hectares en bord de rivière à cet endroit-là. Voilà, on est passé, donc vous voyez, le Toulourin qui a des choses qui sont faites pour l'accueil, mais l'idée c'est toujours de pas trop amener de gens là-bas. Sinon, c'est beaucoup d'enjeux pour la sécurité et beaucoup d'enjeux pour la biodiversité. Autre secteur, le pont d'Entrechaux. Alors, le pont d'Entrechaux, c'est un autre site de baignade assez connu. C'est la baignade qui est autorisée à cet endroit-là. Il y a aussi des mesures de l'Agence régionale de santé. On a des activités possibles aussi aux alentours avec la voie d'escalade du site des Trois-Rivières. Donc, on a plus de 200 voies d'escalade là-bas assez connues qui sont à moins d'1 kilomètre du pont. On a le projet de véloroute de Louvèze de la communauté de communes Vaison-Ventoux qui est en train et commence à mise en œuvre opérationnelle. Donc, il va passer à proximité de ce site, hein. C'est cette véloroute, pardon, cet itinéraire qui est à partir de Sablé pour aller jusqu'à Buis-les-Baronnies. Et cette ancienne voie ferrée qu'on retrouve là à Entrechaux, qui permettait voilà, de rejoindre Buis-les-Baronnies à Orange. C'est cette ancienne voie ferrée qui est une route aujourd'hui qui va être en voirie partagée, donc avec du passage vélo qui va être à proximité de ce site de baignade. On a également des sentiers vélo, circuit de la Provence à vélo. C'est aussi le Tour du Ventoux à vélo passe par là également. Et on a des sentiers de randonnée avec un secteur en face du pont romain qu'on appelle le sentier des Pigoules, qui est un sentier botanique et de découverte. Et on a des circuits PDPR aussi aux alentours pour aller visiter les collines. Donc on a pas mal d'activités aussi. Vous voyez, c'est toujours ce site de baignade aussi qui fait de l'activité de pleine nature avec des précautions de réglementation sur site, hein. Alors, on retrouve les mêmes que sur les autres, sauf que là, il n'y a pas de poubelle, donc on va remporter les déchets avec soi. Et puis, surtout, quand on va dans des rivières, donc là, on peut parler du pont d'Entrechaux. Je vais vous montrer les aménagements, ils ne sont pas payants. Mais on dit toujours, on évite de marcher dans le lit de la rivière et de faire la randonnée aquatique. C'est pas bon pour la biodiversité, c'est pas bon pour les espèces sur place. Euh, on ne ramasse pas de galets et on ne fait pas de petits barrages. Voilà, ça c'est un message absolument important à faire passer parce que ça tue de nombreuses espèces dans ce site qui est aussi Natura 2000, hein, puisque c'est l'Ouvèze et le Toulourin qui sont classés Natura 2000. Donc vraiment dire on va se baigner, ok, on fait pas de la randonnée aquatique, on ramasse pas de cailloux, on ne déplace pas, on fait pas de barrage. C'est le côté le plus important, le message le plus important à faire passer. Alors, en projet, là, il y a les travaux en ce moment qui sont faits sur le pont d'Entrechaux, un projet accompagné par le parc aussi, où il y a un petit stationnement de 46 places qui se met en place pour limiter également la fréquentation, parce qu'avant, c'était
un vaste secteur avec du tout venant hein, par terre qui permettait on a déjà constaté 70-80 voitures. Là, ça limite à 46 places le nombre de voitures. Ça va pas être payant pour l'instant. La commune ne veut pas le faire payant. Il y a une vraie végétalisation du parking parce qu'on est quand même dans un joli site avec un pont. C'était dommage aujourd'hui, quand les voitures se garaient, qu'on voyait les voitures à côté de ce pont. Bah là, il y aura la végétation qui va pousser. Il y a aussi des espaces verts de détente, toilettes sèches, services qui ont été faits pour voilà, pour les baigneurs et les utilisateurs de cette aire naturelle de stationnement. Et puis on profite en même temps avec la commune de refaire un peu le pont qui, par endroits, il y avait des petits problèmes de structure qui ont été renforcés et des jointements aussi qui ont été faits au niveau des pierres pour éviter que ça tombe sur les baigneurs. Et bien sûr, ça a été fait, vous voyez les cordistes là, ça c'est eux qui regardaient s'il n'y avait pas on savait qu'il y avait des chauves-souris, donc des chiroptères sur ce secteur, et c'était pour éviter que pendant les travaux, on ait une incidence sur ces chiroptères. Donc il y a des mesures qui ont été prises à la fois pour les travaux, pour les éloigner, mais à la fois pour qu'elles reviennent également. Pont d'Entrechaux, donc voilà, vous voyez maintenant c'est le risque incendie. Le risque incendie, cette fois on est dans les massifs des collines du Pays de Vaucluse, c'est encore un autre massif découpé par l'État. Euh, Ça c'est aussi important à savoir à quoi on doit se référer hein, quand il y a des risques incendies. Et une qualité des eaux de baignade qui est plutôt bien, qui a baissé ces dernières années hein, avec les périodes d'étiage qu'on a connues aussi à voir avec le niveau aujourd'hui assez haut de l'eau, comment ça va se comporter cet été. Et enfin, le dernier site de baignade, alors lui, il est hors du périmètre du PNR, mais il est sur le périmètre des interco partenaires du parc. Donc c'est le lac de Monteux. Alors autant vous avez vu, on était sur vraiment des sites de baignade qui étaient liés à des activités de pleine nature, hein, des activités qui sont plus de loisirs en pleine nature. Et là, le lac de Monteux, bah, vous le connaissez tous, hein, c'est ce lac qui est un des plus grands endroits aujourd'hui de baignade du département, si ce n'est le plus grand, et qui permet à la fois de faire aussi des activités qui sont, on va dire, un peu moins de nature, qui sont plus de loisirs. Il y a du pédalo, du paddle, des kayaks, il y a des aires de pique-nique, il y a voilà, des parcours de santé, de fitness, etc. On peut faire de la promenade. C'est un espace qui a été créé de toutes pièces et qui a une utilité qui est très forte et qui est très agréable aussi voilà, à pratiquer. Sur la qualité des eaux de baignade, pour se renseigner, un seul site, le site de l'Agence régionale de santé. Donc vous voyez l'adresse, hein, baignade.santé.gouv.fr. Et puis comme ça, on peut regarder aussi la qualité de l'eau sur les 5 sites de baignade dont je vous ai parlé du territoire. Alors, normalement, c'est ce qui est prévu, notamment entre Chaux, où il y aura un panneau d'accueil, et je sais qu'ils le font aussi à Mormoiron, qu'ils le font au lac du Paty et qu'ils le font en fait sur tous les sites. Il y a les prélèvements et les données qui sont mesurées, qui sont affichées à l'entrée du site de baignade à chaque fois. Mais voilà, si les touristes qui viennent vous voir veulent savoir un peu la qualité des eaux de baignade, il y a aussi rien de mieux de ce site, que ce site pour aller voir. Alors voilà, on a fait le petit tour sur les sites de baignade. Moi, je vous propose de parler des cytocriers maintenant. Une autre caractéristique très particulière de notre territoire, hein, parce que c'est pas que dans le Luberon qu'on trouve des ocres, il y en a aussi pas mal sur le Mont Ventoux, avec des statuts beaucoup plus complexes, on va dire, que les espaces connus dans le Luberon, hein, que sont juste Rustrel et Roussillon, pour ne citer que. Je vous fais un petit topo là-dessus et après on peut faire un petit échange de questions-réponses avant l'intervention de Baptiste. Alors, sur les 3 sites au créé qu'on a au pied du Ventoux, alors il y a ce qu'on appelle les Demoiselles coiffées. Donc, du côté de Bédoin, c'est le numéro 1. Il y a les Mares de la Pavoulière qui sont un espace également aménagé. C'est pour ça qu'on vous en parle, même si c'est un petit espace. Et après, il y a la question des ocres de Mormoiron qui sont les collines ocréères au sud, mais qui sont beaucoup plus vastes hein, que le périmètre ennès, mais au sud du lac des Salettes. On vous en parle parce qu'ils sont beaucoup utilisés, à la fois sur des photos, des plaquettes, des sites touristiques qui sont souvent pas maîtrisés par les collectivités d'ailleurs, mais qui font la renommée de ce secteur aussi. On aurait pu vous parler d'autres sites touristiques, hein, ce qu'on appelle dans le large bassin de Bédoin-Mormoiron. Il y en a encore au nord, des anciennes carrières importantes d'ocre, etc. Mais c'est quand même des sites aujourd'hui moins visités. C'est pour ça qu'on fait le zoom sur les ocres de Mormoiron.
Alors, les Demoiselles Coiffées, vous connaissez tous, c'est à Bédoin. C'était un espace privé jusqu'il y a quelques années. Ça a été racheté en 2022, si je ne raconte pas de bêtises, par la commune de Bédoin, qui a décidé de le labelliser en espace naturel sensible. En fait, la problématique, vous voyez les demoiselles, beaucoup de piétinement, beaucoup d'enfants. On est tous allés avec nos enfants là-dessus, mais en fait, ça fait de l'érosion, ça abîme les ocres. Il y a déjà des chapeaux qui sont tombés, il y a des arbres qui menacent de tomber sur ces cheminées défaites. Et l'idée, c'est qu'il y a un vrai plan de gestion autour de ces demoiselles pour découvrir le site, mais aussi pour protéger ces curiosités géologiques. Alors, ce plan de gestion est en cours de validation. On n'a pas attendu avec la commune pour faire des petits travaux de préservation et de protection des cheminées de fées, hein, ce qu'on appelle les cheminées de fées, les demoiselles coiffées, ces curiosités géologiques qui ont été faites en 2023. Des petits aménagements, comme vous pouvez le voir, qui évitent aux piétons d'accéder aux pieds de ces demoiselles qui étaient vraiment très, 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 très abîmées. Donc l'idée, c'était de faire un petit dispositif dissuasif, hein. Ça ne va pas empêcher les gens de passer. Et ceux qui veulent aller au-delà, bah, malheureusement, ça, on ne peut pas les empêcher, hein. Il y avait même à un moment donné question d'ériger quelque chose en plus dur, mais l'idée, c'était d'être le plus discret possible. Donc on est sur du vocabulaire un peu de bord de plage. Donc c'est ça qui est un peu rigolo, puisque un site créé, ça veut dire il y a du sable. Donc voilà, l'idée, c'était quand même qu'il y ait cette protection qui soit faite pour qu'il y ait un respect maximum, parce qu'on sait que la plupart des gens respectent ces interdictions et toujours avec une belle vue sur ces curiosités. Par contre, il faut savoir que même si ce site a été aménagé, qu'il y a des petites boucles, etc., la commune le fait pour préserver cet espace. Mais par contre, en aucun cas, la commune ne souhaite communiquer sur les demoiselles coiffées d'un point de vue touristique. Il y a les connaisseurs qui viennent déjà, qui sont déjà là et qui continuent à venir sur ce site, hein. Mais l'idée, la commune veut vraiment éviter les dégradations et qu'il y ait trop de public. En plus, on est dans un massif de pinèdes autour où il y a des risques incendies très importants. Donc il y a un petit parking qui a été aménagé au nord, certes, mais la commune ne veut pas l'afflux, donc ne veut pas de communication touristique sur ce site. Voilà. C'est important de le dire, de faire passer ce message-là aujourd'hui pour que on ne retrouve pas les demoiselles coiffées aménagées, allez-y. Non, non, ne pas communiquer sur le site, c'est très important. Le deuxième site au crié dont je vais vous parler, alors c'est un contexte assez particulier. Vous voyez, au nord, c'est la route qui rejoint entre Montmoron et Ville-sur-Ozon. En face, on a un grillage qui est apparu il y a quelques années, hein. C'est la prise d'eau, le secteur rapproché de la prise d'eau de l'eau de Carpentras, de l'eau de ville de Carpentras, qui est sur la commune de Montmoron, hein. Et puis toute la partie au sud, en fait, on retrouve pas mal de milieux humides. Il y a récemment le département qui a aménagé également des crapauducs ici, parce qu'entre les milieux humides au nord des Ocres, et bah, d'ailleurs c'est là où il y a les prises d'eau de l'eau potable de Carpentras, et au sud, il y a énormément de batraciens qui traversaient la route et qui se faisaient écraser. Donc pour permettre aux batraciens de ne pas se faire écraser, bah, il y a ces crapauducs qui ont été aménagés sur ce site-là parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mortalité. L'idée aussi avec ces aménagements du crapauduc et d'un plan de gestion à venir des mares de la Pavouillère, parce qu'on est toujours en espace naturel sensible, etc. C'est le plan de gestion qui est en cours de réalisation mené par le conservateur des espaces naturels PACA, donc l'association Seine-PACA qui fait un plan de gestion. Donc petite ouverture au public et vous voyez sur l'image de gauche, hein, les petites mares temporaires qui viennent des anciennes carrières d'ocre et qui permet la reproduction d'un certain nombre d'amphibiens. Il y aura un peu des supports pédagogues qui vont être mis en place pour expliquer. Donc, il y a un petit parking, un petit accès. Il n'y a pas grand-chose à visiter, hein, mais c'est toujours une curiosité intéressante de voir les collectivités qui se mettent ensemble pour des espèces d'amphibiens particulières dans un milieu particulier aussi et qu'on comprenne un peu aussi le rôle qu'a l'aménagement du territoire dans la préservation de la biodiversité. Le dernier, alors c'est sûrement, voilà, on vous a pris des images hein, de sites internet existants hein, où c'est très très connu. On voit le canyon de Picarel, on voit des petits éléments comme ça sur la partie des ocres de Montmoron. Alors, plusieurs problématiques. Aujourd'hui, il n'y a aucune gestion sur ces sites parce qu'on est dans du foncier privé. Qui dit foncier privé dit qu'on se déplace sans aucune convention chez des personnes.
Voilà, c'est particulier. Donc, déjà, aller amener des touristes par là, c'est pas souhaitable. Il faut pas communiquer sur le secteur parce que on est sur des propriétés privées. La deuxième chose aussi, c'est que on a certains balisages de sentiers qui ont été faits, même sur des éléments privés qui sont peu entretenus et ce qui permet aussi, enfin, ce qui font qu'il y a pas mal de gens qui se perdent. On le voit sur le mur là avec les tags dans les ocres. Les ocres, c'est quand même une roche, c'est un peu comme le safre, hein, c'est une roche assez tendre. Donc c'est rigolo de faire des dessins, etc. Mais on a quand même un patrimoine géologique là qui est en train de s'abîmer à vitesse grand V parce que euh, voilà, on a des gens qui viennent graver sur ce secteur-là. Également, vous voyez sur la photo du haut, il y a beaucoup de cavités, hein, c'est des anciens réseaux d'ocre, etc. Qui dit cavité dit chauve-souris et dit aussi risque d'éboulement. C'est-à-dire qu'à la fois, en emmenant les gens là-dedans, on peut déranger pour la biodiversité, notamment avec les chauves-souris, et on peut mettre les gens vraiment en danger parce qu'il n'y a aucune gestion globale de ce site. Et en plus, qui dit aussi ocre, c'est comme du côté des demoiselles coiffées, hein, on a de la pinette tout autour, ça brûle très bien, et avec un risque incendie très fort sur ce secteur. Donc la volonté, c'est de ne pas communiquer sur les ocres du Ventoux aujourd'hui. Oui, il y a une meilleure gestion de ces sites, notamment de ces sites à Montmoreau ou d'autres sites ailleurs qui doit se poursuivre. Oui, c'est quelque chose de très intéressant de mettre l'accent sur ce patrimoine, on va dire, qu'a le territoire. Mais aujourd'hui, le territoire n'est pas mûr pour communiquer touristiquement sur ce secteur parce qu'il n'y a pas de gestion ici, que les demoiselles coiffées, ben, c'est trop petit pour accueillir beaucoup trop de monde. Et il y a sûrement des secteurs, le parc qui travaille avec ses partenaires, hein, à voir comment est-ce qu'on peut petit à petit essayer de valoriser certains secteurs au crier. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour en faire la promotion touristique. C'est très important. Et vous voyez, risque incendie, on est de nouveau dans le massif de la plaine du Comtat, hein, comme sur le lac de Mormant, c'est normal. Donc c'est aussi là qu'il faut aller voir pour l'accès au massif dans l'été, sur ce secteur-là. Mais bon, comme vous en voyez personne, il n'y a pas trop d'enjeux. Ce que je vous propose avant de passer la deuxième partie du webinaire, j'ai quand même pris la demi-heure, c'est si vous avez des petites questions par rapport à ces sites-là. Et je vous écoute. Merci Christian. Je vois une main de Céline Ventoux Sud. On t'écoute. On ne t'entend pas. Ok, pardon. Bonjour. 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 J'avais plutôt une remarque. Le pont d'Entrechaux, c'est bien celui où ça fait une petite cascade au niveau du pont? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez noté sur la diapo, mais moi j'ai travaillé pas très loin l'année dernière et il y a une surfréquentation énorme sur ce site et moi je dirais que ça fait partie des autres sites où on ne doit pas promouvoir justement trop l'accès parce que quand j'y suis allée notamment, c'était en pleine saison, les gens faisaient un peu n'importe quoi justement sur le cours de la rivière et le parking était blindé, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde qui y va. Après, voilà, moi, c'est mon avis par rapport à tous les cours d'eau. Je trouve que c'est bien d'informer, mais aussi de dissuader, même pour cet endroit-là. Oui. Alors, sur ce site-là, c'est vrai que on avait anticipé avec la mairie d'Entrechaux parce que quand on voyait les décisions qu'il y a eu un peu en amont sur le Toulourenc de faire payer le stationnement et de réduire les accès, hein, qui s'est mis en place progressivement, on s'est dit qu'il y a certains sites de baignade, et notamment les plus proches, qui vont prendre de plein fouet les gens qui ne peuvent pas aller au Toulourenc. Et ce qui a été le cas certaines journées, alors on a eu des retours des éco-gardes, hein, puisque c'est un des sites aussi où il y a les éco-gardes l'été sur le pont d'Entrechaux. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques journées assez galères là-bas. Il y a eu quelques journées où il y a eu les parkings bien remplis, etc. Et du coup, d'où la volonté aussi de faire là les aménagements qui sont en cours, hein. Là, il y a les boîtes de TP qui sont en train de finir cet aménagement pour réduire de moitié les possibilités de stationnement là-haut et qu'il y ait un meilleur accueil. Voilà, c'est aussi une manière d'encadrer les choses, d'encadrer, parce que plus on a de gens, plus on a de mauvaises pratiques et de choses comme ça. Il y a aussi toute une signalétique qui va relayer le discours des éco-gardes
hein, sur notamment pas de rivière, pas de barrage dans la rivière, pas de ramassage de cailloux, pas de rando aquatique là-bas. Donc ils vont être appuyés là-dessus. Et puis aussi, surtout, il y a des choses assez dangereuses parce qu'il y a la petite cascade, parce qu'il y a une prise d'eau de canal. Et là, ça peut être très dangereux aussi. Donc, s'il y en a qui veulent y aller, la commune, elle ne souhaite pas aujourd'hui le rendre payant. Elle trouve que voilà, il y a eu quelques jours problématiques, mais ça n'a pas été l'ensemble de la saison. Donc, pour l'instant, ils ne disent pas communiquer absolument dessus, mais ils ne disent pas ne pas communiquer non plus. Voilà. Très La bien, commune est merci. là-dessus aujourd'hui. Et avec les aménagements, ben, on va tester cette année pour voir si aussi ça permet de réguler à la fois la fréquentation et donc du coup cette surfréquentation certains jours où il y avait des pratiques des fois un peu limites. Ouais. Tout à fait, merci. Merci. Et est-ce que les travaux en cours, Christian, empêchent le stationnement actuellement ou pas? Alors normalement ils ont fini entre le 15 et le 20 juin. Il faut que je rappelle la commune là, mais ils ont bien D'accord. avancé. Il y aura juste pas encore de plantation cet été parce que ça a été un peu tard avec alors le pont a été refait. Mais du coup, on est trop tard pour faire des plantations là. Les plantations, c'est-à-dire les arbres et tout ça, seront plantés à l'automne. Les prairies, etc., ça sera planté à l'automne parce que sinon, bah, on peut tout refaire l'année prochaine si on le faisait maintenant. Mais en tout cas, Ok. le stationnement et la limitation des accès, ça sera fait pour cette saison-là. C'est fini dans quelques jours. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce qu'on vient de voir? Sinon, on passe à la suite. Sur les mares de la Pavouillère, moi j'avais quand même une question, Christian. Du coup, actuellement, c'est pas un site, enfin les aménagements sont en projet avec un petit parcours thématique ou du moins quelques éléments, mais aujourd'hui, c'est pas la peine d'envoyer du monde dans ce secteur. Ah non, non, c'est très anecdotique, hein, c'est en bord de route, voilà, Ok. il n'y a pas grand-chose à voir, hein, comme je vous l'ai dit. Hmm, Aller envoyer des gens sur le secteur pour envoyer des gens, non, hmm. non, Ok. aucun intérêt, surtout qu'on est en face des ocres de Mormoran, où là, les gens essaient de rentrer. Alors, Ouais. il y a le grillage hein, de ce côté-là, mais non, non, il faut pas envoyer des gens à la Pavouillère pour la Pavouillère. C'est pas assez, on va dire, intéressant. On peut y passer 5 minutes aujourd'hui. Donc Ok. voilà, bon. Bah, je vous propose d'enchaîner sur les conseils nature du géant avec Baptiste. Du coup, merci Christian. Donc l'idée avec cette dernière thématique, effectivement, c'est de vous aider à pouvoir répondre aux clients enfin, à vos clients, pardon, et aux principales questions qu'on peut vous poser quand les gens veulent aller en espace naturel. Donc ça va être un peu un résumé, voilà, des questions clés qui peuvent vous être posées. Bah, je te laisse, Baptiste, Ok. enchaîner. Bonjour à tous. Est-ce que ça pose un souci, Lise, si je prends la main pour le partage? Comme ça, j'ai accès au diapo. C'est jouable? Ouais, du coup, c'est Christian qui doit, voilà, lâcher Ok, le partage. c'est parfait. Hop. Et hop. Alors, si je me trompe pas, est-ce que quelqu'un peut me confirmer, bah, Lise ou Christian, si vous Oui, voyez bien le oui, partage et tout le bon. diapo? C'est parfait. Alors, c'est parti. Donc, très rapide, hein, moi, c'est Baptiste Montesino. Donc, je suis au parc du Mont Ventoux, hein, je suis l'animateur et le responsable des sites Natura 2000 du Mont Ventoux et des Gorges de la Nesque. Et j'ai le lourde tâche de vous présenter ce huitième et dernier webinaire. Voilà, donc je vais tâcher d'aller vite parce que le diapo est un peu dense, donc ça a l'avantage que vous pourrez avoir à dispo toutes les infos, mais voilà, pour tenir les délais, je vais devoir aller un peu vite, mais voilà, on pourra se prendre quelques petites minutes de questions à la fin si vous souhaitez revenir sur un point en particulier. Donc, premier conseil, nous, qu'on peut vous donner et que vous pouvez donner à vos visiteurs, c'est insister sur la préservation et le partage de l'espace. Donc, comme vous savez, on a des territoires qui sont multi-usages. Euh, et du coup, d'où cette diapo sur le partage de l'espace. Dans un premier temps, bon, on évoque le fait de ne pas fumer en forêt, de ne pas allumer le feu. Évidemment, ça tombe un peu sous le sens, mais c'est parfois important de le rappeler parce enfin, vous avez une clientèle parfois qui est extraterritoriale, notamment au nord de l'Europe, sur des territoires qui ne sont pas forcément encore soumis à ces enjeux-là, à ces problèmes-là. Donc voilà, ça peut être bien d'insister dessus. Je pense qu'on a tous constaté en fait, j'ai tous déjà vu des gens qui jetaient des mégots, parfois encore fumants à travers leurs vitres de leur voiture. Donc ça peut être important d'insister là-dessus.
En termes de respect de nature et du patrimoine rural, donc on a une petite dizaine de rappels et de préconisations. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est du classique. Je ramène mes déchets. J'évite la cueillette de plantes, ça peut être important parce que il faut garder à l'esprit que dans certaines zones, donc là je renvoie vers d'autres webinaires, hein, mais dans certaines zones, la cueillette est réglementée. Donc il faut l'avoir en tête, mieux vaut éviter de le faire de partout. Respecter les animaux sauvages, tenir son chien en laisse. Christian a parlé, hein, pour les barrages et éviter de marcher dans les cours d'eau, donc je ne vais pas revenir dessus. On a le pendant des barrages en espace naturel, notamment sur la partie sommitale du Ventoux, avec l'empilement de pierres, donc qu'on appelle aussi des cairns, mais le cairn ayant une vocation on va dire d'orientation en haute montagne. C'est pas du tout le cas de l'empilement de pierres. On a souhaité faire cette distinction parce elle est simplement liée souvent à laisser sa marque sur un endroit, faire une photo, poster sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que vous voyez de ce de quoi je parle. C'est notamment le cas pour le sommet du Ventoux. Donc voilà, n'hésitez pas à sensibiliser sur la question parce que qui empile des pierres sort des sentiers balisés, donc a un impact aussi de piétinement sur la flore qui est rare et protégée au sommet du Ventoux. Et puis quand vous retournez une pierre, potentiellement dessous, vous avez un insecte, vous avez un petit lézard. Vous avez bien souvent aussi les racines des plantes qui, sous le mont Ventoux, il y a certaines plantes qui ont des racines qui serpentent entre les pierres comme ça, quasiment à la fleur du sol. Donc ça peut mettre à exposer on va dire aux conditions météo un peu difficiles de là-haut, certaines espèces rares et protégées. Voilà, donc on revient, j'emprunte les chemins balisés. Ça retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Et je reviendrai sur les voies ouvertes à la circulation publique un petit peu plus tard. Ensuite, on a un respect évidemment des habitants, des agriculteurs et des autres usagers de la forêt. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le partage de l'espace. Donc, pour ça, voilà, Christian en a parlé aussi, hein, on stationne sur les parkings qui sont signalisés et on évite les propriétés privées, notamment les entrées de chemins de propriété privée. Bon, en période de chasse, évidemment, il faut être attentif aux battus et surtout ne pas hésiter à discuter à conseiller, à discuter avec les chasseurs, hein. Ils connaissent bien le terrain, ils savent très bien où ils sont, a priori. Donc, ils sont aussi à même de conseiller sur des itinéraires pour éviter la battue. Je continue sur le passage en dessous. Donc, avant toute sortie dans le massif, je prépare ma randonnée, je prépare ma sortie. Ça, c'est très important. Il faut vraiment insister là-dessus parce que je pense que vous le voyez assez souvent dans la presse, chaque année, des accidents, parfois mortels malheureusement, sur la partie sommitale du Ventoux, où il y a des gens qui partent, notamment en face nord, qui partent du Mont Serein parce que c'est très facilement accessible et qui sont en claquettes, en crocs depuis le camping et qui partent en fait en face nord du massif. Donc on oublie assez facilement que c'est de la haute montagne. Mais voilà, il s'agit de ça là-bas avec des chemins étroits, parfois en dévers, et on a régulièrement des gens qui tombent, qui chutent, etc. Donc insistez bien sur l'équipement adapté. Et vous pouvez également les renvoyer sur 2 sites web. Le premier, même 3 sites web. Le premier concerne les conditions météorologiques au sommet. Donc ça va être celui-ci. Donc c'est météo-ventoux.fr. Je crois que certaines OT, certains offices ont un écran d'ailleurs, on leur a mis à disposition un écran pour afficher cette interface-là. Donc on a le vent, la direction, les rafales, la température, le ressenti. Donc c'est une façon aussi de sensibiliser les gens. J'insiste sur un point fondamental. Le fond d'écran que vous voyez n'est pas un reflet des conditions du site, hein. C'est une simple image. Donc il y a une version journée et une version nuit. Mais voilà, ça ne veut en aucun cas dire que le sommet est dégagé de tout nuage, bien évidemment. Mais voilà, ça sensibilise les gens. Pour ceux qui pourraient, pour info, pour ceux qui pourraient un peu tiquer sur les températures, faut savoir que, ou la vitesse du vent d'ailleurs, hein, il faut garder à l'esprit que la sonde météo est quand même positionnée en altitude. Donc c'est normal que typiquement que le site affiche 12,6 degrés, pour reprendre l'exemple, mais qu'au sol, avec la réverbération, avec l'ambiance goudron, il fasse peut-être par exemple 15 ou 16 degrés. Voilà. Mais bon, mieux vaut qui peut le plus, mais le moins, et mieux vaut conserver ces valeurs-là, qui sont somme toute réelles, hein, qui reflètent la réalité, mais à des altitudes peut-être 30-40 mètres au-dessus du sol. Le second site, c'est celui que vous voyez en bas, donc c'est Affluence. C'est un dispositif mis en place par le parc sur des financements de la région.
L'idée étant mais je crois que vous en avez peut-être déjà entendu parler sur la partie, le webinaire sommet, mais ce sont des sites internet qui permettent d'avoir une idée de du taux d'occupation des parkings. Voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai pas de capture d'écran à vous proposer, mais le site est assez bien pensé et on peut constater on peut voir en cliquant sur le lien les taux de remplissage de chacun des parkings au sommet du Ventoux. Donc le long de la route départementale, le radom, donc c'est la grosse boule au sommet, ainsi que la route départementale le long de la plateforme des tempêtes. Voilà, je précise juste, Baptiste, Oui, excuse-moi, qu'elles ne sont pas encore en service, les caméras. d'accord. Voilà, les dates d'installation ont été reportées pour cause de météo et j'attends la nouvelle date. Donc, ça devrait l'être, j'espère, avant le début du mois de juillet, mais ça a pris Mm, du retard. Donc, actuellement, soyez pas surpris si vous voyez 5%, parce qu'en fait, c'est une page par défaut qui affiche quasiment zéro, quoi. Par défaut, ils ont mis mm. 5%. Mais c'est pas la réalité non plus. Donc, on vous communiquera quand ce sera opérationnel. Très bien. Troisième et dernier site, c'est celui pour l'accès au massif forestier. Donc je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. On a quand même jugé important de le rappeler parce que c'est fondamental chez nous. Donc pour faire simple, il y a un arrêté préfectoral qui est nouveau, qui date de l'année dernière, enfin une actualisation de l'arrêté préfectoral qui vient limiter l'accessibilité aux espaces forestiers en été. En été, on parle même de période estivale, donc du 15 juin au 15 septembre. Ça, c'était la nouveauté de l'année dernière. Et qui définit en fait, en fonction d'un niveau de risque, qui définit les possibilités d'accéder au massif. Donc vous avez un accès autorisé, comme c'est le cas notamment en hiver par exemple, hein, où il n'y a aucune contrainte liée au risque incendie. Donc là, on est sur du vert. Vous avez un accès autorisé mais recommandé entre 5h et 13h, mais dans l'absolu, tout le monde peut accéder au massif. Vous avez ensuite un niveau rouge, un accès interdit, donc pour tout un chacun, hein, sauf pour les professionnels qui détiennent une autorisation spécifique délivrée par le département. Donc les professionnels, j'entends notamment les accompagnateurs en montagne, par exemple, qui sont susceptibles d'accompagner des groupes parce qu'ils sont formés. Et vous avez également des sites dérogatoires, donc eux qui ont mis en place des adaptations spécifiques pour pouvoir rester ouverts dans ces conditions-là. C'est notamment le cas, par exemple, de l'Acrobranche sur le plan de Dessalette à Montmoron, qui est un site dérogatoire. Donc, en cas de risque rouge, donc accès interdit partout ailleurs, le site d'Acrobranche aux Salettes reste ouvert. Voilà. Et le dernier niveau, c'est le risque exceptionnel, et donc là, c'est interdit pour tous et partout. Voilà. Sauf évidemment pour les propriétaires, hein, pour leur permettre d'accéder à leur parcelle ou à des locataires pour leur permettre d'accéder à leur logement. Euh, J'ajoute qu'on le voit sur la gauche, le département a été divisé en différents massifs parce qu'évidemment, le risque incendie au sommet du Mont Ventoux ou au Chalet Reynard, parce que c'est un petit peu plus forestier, n'est pas le même que dans le Luberon ou dans les Dentelles ou dans le massif du Chaux. Donc le département a été divisé en 7 ou 8 massifs, me semble-t-il, et le risque est mesuré pour chacun des sites-là. Voilà. On revoit cette carte ici. Donc là, vous avez la carte de l'ensemble des sites des massifs forestiers du Vaucluse. Ça, c'est la carte, c'est un extrait du site internet, hein, donc ça reprend du coup les 4 risques, les 4 notions de risque que je vous donnais tout à l'heure. Et autre information importante, qui est peut-être difficilement intégrable hein, par le grand public, mais voilà, je vais vous en donner la raison. Ces prévisions-là, elles sont faites la veille au soir, entre 17 et 18 heures. Elles sont mises en ligne qu'à ce moment-là, parce qu'il faut avoir une idée très précise des conditions météo du lendemain, et ça découle également de mesures qui sont faites donc la journée N-1, du coup, de température, d'humidité de la végétation, d'humidité du sol, d'humidité de l'air, etc. Voilà, donc il y a tout un tas de paramètres qui sont pris en compte par Météo France et ils publient chaque jour pour le lendemain sur ce site internet-là ou via une borne téléphonique les prévisions du lendemain. Donc ne pas hésiter à consulter régulièrement. Ça ne peut pas changer, j'ai pas connaissance d'un niveau de risque qui est changé en cours de journée. Donc a priori, pas de mauvaise surprise, mais voilà, la veille pour le lendemain ou quand vous démarrez la journée le matin, le réflexe, c'est d'aller voir. Voilà.
Ensuite, quelques mots sur les chiens de protection. Donc, je pense que c'est un sujet que vous connaissez aussi. Donc, on a rappelé on va dire, les bons comportements à avoir. Alors, d'abord, pourquoi il y a des chiens de protection? Ben, c'est pour les protéger contre les attaques de prédateurs. Alors, loup et lynx, hein, chez nous, on n'a pas de lynx, c'est exclusivement du loup et également des chiens sauvages, faut le préciser. Donc, ils sont là pour dissuader. Enfin, le principe d'un chien, finalement, c'est de dissuader tout intrus de s'approcher du troupeau. Il fait pas forcément, tous les chiens ne font pas forcément très bien la distinction entre bipèdes et enfin humains et autres animaux. Donc voilà, le mieux étant la prudence et c'est le principe de base, c'est d'éviter de circuler à proximité des troupeaux. Si vous êtes amené, alors je parle de vous, hein, mais ça vaut pour les visiteurs, hein, c'est le message que vous devez avoir, je pense. Si vous êtes amené à tomber sur un troupeau, moi ça m'est arrivé quand je suis sur le terrain, le mieux c'est quitte à même sortir du sentier et le contourner. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Clairement, je préfère pas prendre de risques parce que ce sont des grosses bestioles, hein, clairement. Donc je contourne. Je contourne parfois de 100, 200 mètres. Voilà, selon la topographie, c'est faisable. Quand c'est vraiment pas faisable, malheureusement, faire demi-tour, c'est peut-être le plus prudent, à moins que vous ayez un visu sur le berger et que du coup, voilà, en interrogeant un petit peu du regard, celui-ci vous fasse signe de passer parce qu'il connaît très bien ses chiens, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de soucis, ça c'est faisable. Mais vraiment, le mieux étant la prudence, parce que chaque année, on a des problèmes de morsure, chaque année, on a des problèmes voilà, de gens qui nous font remonter des situations conflictuelles. Voilà. Quoi qu'il en soit, on ne s'approche pas des moutons, on ne s'approche pas des chiens, on les caresse pas, on les nourrit pas, etc. Voilà. Et ce qui peut être fait aussi, alors ça peut paraître un peu rigolo, mais le fait de ne pas regarder le chien dans les yeux, le fait de bâiller, le fait d'avoir une attitude vraiment détendue, a tendance aussi à calmer l'animal, qui peut se montrer moins agressif, clairement. Voilà, donc c'est une deuxième diapo, je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais on vous la laisse. Voilà, ça fait le point pratique par pratique. Si on est à proximité, si on est dans le parc, si on est en vélo, pratique par pratique pour adapter son comportement. Voilà. Un petit mot quand même sur le panneau en bas à droite. Donc c'est le panneau, c'est la norme nationale pour les chaînes de protection. Bon, elle n'est pas forcément adaptée aujourd'hui, elle est un peu vieillissante. Il y a des projets d'actualisation parce que chez nous, bah, c'est pas aussi vert, c'est pas aussi de grands prés. Tous les chiens de protection ne sont pas blancs, ne sont plus des patous, comme on les connaît. Donc voilà, ça induisait un petit peu en erreur. Il y a des projets de refondre un peu ce panneau-là on espère que ça aboutisse assez rapidement. Donc il me reste 10 minutes, je vais essayer d'accélérer encore un peu plus. Donc l'usage du drone, il y a, on va dire, un cadre national qu'on retrouve notamment sur le site géoportail.gouv.fr. Donc il y a une mine d'or pour plein de choses. Pour le drone, pour le coup, il est un peu limité dans le sens où il ne montre que le cadre national. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est en rouge le vol interdit, en orange un vol à hauteur maximale du sol de 50 mètres. Le gros biais, c'est que ça ne prend pas en compte toutes les réglementations environnementales locales. Donc pour ceux qui ont fait d'autres webinaires, vous avez pu en entendre parler, existe sur le Mont Ventoux des réglementations spécifiques, vont exister également a priori sur d'autres secteurs, d'autres réglementations spécifiques qui viennent limiter le vol en drone. Pour ça, il faut qu'on soit contacté le parc. Donc là, c'est vous conseillez le droniste de nous appeler directement. On n'est pas encore submergé, donc c'est pas un problème. Mais c'est peut-être le plus prudent. Et de manière générale, le conseil à avoir, c'est d'éviter de faire voler des drones à proximité des milieux rupestres, donc des falaises, là où on retrouve une part importante de la nidification, notamment des grands rapaces, de mi-décembre, pardon, à fin août. Voilà. Également, tout ce qui est zone de garrigue, de mars à fin août. Donc finalement, on voit que c'est une bonne partie de l'année. C'est pour ça que voilà, il y a pas mal d'enjeux sur les drones en ce moment en termes de gestion d'espace naturel. Bivouac et camping en milieu naturel, donc on vous a rappelé des petits éléments de définition, donc la distinction entre les deux, hein. Le camping, c'est une installation d'un campement, pas forcément avec une tente d'ailleurs, ça marche aussi pour van et camping-car, pour un ou plusieurs jours. Donc ça, en espace naturel, a fortiori en été, c'est formellement interdit. Il y a nombre de communes d'ailleurs qui ont pris des arrêtés dans ce sens. Le bivouac, il y a une petite distinction entre en période estivale et hors période estivale.
Donc le bivouac, il y a la définition, c'est pareil, hein, c'est du coucher du soleil au lever du soleil avec un campement, on va dire, beaucoup plus léger. En période estivale, il est interdit dans la totalité des massifs forestiers, peu importe le niveau de risque pour cette fois. Tout à l'heure, il y avait les 4 niveaux de risque. Là, c'est systématiquement interdit, sauf si on est accompagné d'un professionnel, donc un accompagnateur en montagne, par exemple, et sur certains sites exclusivement, qui ont fait l'objet de certains aménagements. Donc ça, il faut voir directement avec l'accompagnateur pour la connaissance de ces sites. Et en dehors de cette période-là estivale, donc du 15 juin au 15 septembre, le bivouac qui reste toléré, sauf sur certaines zones réglementées. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour les drones. Il y a certaines zones sur le massif, du Ventoux, sur la Nesque ou même ailleurs, hein, sur le Luberon, qui viennent restreindre certaines activités comme le bivouac. Mais globalement, il y a une forme de tolérance sous réserve d'avoir l'autorisation du propriétaire, notamment lorsqu'on est en propriété privée. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes concerné par des demandes de circulation de véhicules terrestres à moteur, donc c'est quad, trial, 4x4, etc., en espace naturel. Donc voilà, si vous avez des sollicitations qui vont dans ce sens, sachez que systématiquement, lorsqu'on voit les deux panneaux qui sont à droite, donc le B0 et le B7B, il y a une interdiction enfin, une interdiction de circulation aux véhicules à moteur. La plupart du temps, notamment sur les forêts publiques, donc qui appartiennent aux communes ou à l'État et qui sont gérées par l'Office national des forêts, il y a une interdiction de circuler sur ces secteurs-là. Et donc, vous retrouverez à l'entrée de la piste un panneau ainsi qu'une barrière. Voilà. Voilà, il y a un très bon exemple en bas à droite sur l'image. On retrouve le B0, donc qui interdit toute forme de circulation, et la barrière fermée. Il faut savoir que si une barrière est ouverte, c'est pas une raison pour passer, dans la mesure où vous avez déjà le panneau. Voilà. Après, ouais, non, voilà, il n'y a pas plus là-dessus. Il n'y a évidemment pas des barrières et des panneaux de partout. Il y a des barrières et des panneaux sur les pistes qui sont dites carrossables, comme celles qu'on voit en photo, où vous pouvez circuler avec votre véhicule en temps normal, c'est-à-dire que sans panneau, sans barrière et sans mention propriété privée, défense d'entrée, etc., vous pourriez circuler. Donc celles-là, elles sont physiquement barrées. Par contre, pour tout ce qui est chemin forestier, sentier pédestre, petit layon, qu'est-ce que je peux citer d'autre? Finalement, tout ce qui n'est pas empruntable par une petite citadine n'est pas considéré comme une voie ouverte à la circulation. Donc même en l'absence de panneaux et en l'absence de barrières, c'est de par la loi, il y a un cadre national qui s'applique. Ce chemin, ce sentier est considéré fermé. Voilà. Donc ça, c'est important à retenir aussi. Bon, vous avez la peine encourue entre 135 et 1500 euros en fonction du cas, de la situation, etc., etc. Vous avez un document qui résume un peu tout ça. Donc, c'est le Conseil de nature du Géant qui a été édité par le parc il y a de ça peut-être 2 ans, je dirais. Voilà, donc il est a priori disponible dans toutes les bonnes offices de tourisme. Et si le cas échéant, nous on en a encore quelques cartons hein, au bureau, donc on pourra vous en fournir sans aucun souci. Voilà, je pense avoir terminé, c'est le cas. Il reste 5 minutes pour les questions, c'est parfait. Donc je suis à votre disposition pour y répondre. Avant les questions, merci beaucoup Baptiste. Préciser que le petit document, justement, il existe aussi en version anglaise. Oui. Puisque les bons conseils s'appliquent à tous, alors que en 2 langues, hein, français et anglais actuellement, mais et effectivement, il nous en reste. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez en récupérer ou aller à votre office de tourisme, si vous êtes une petite structure d'hébergement, pour en récupérer quelques exemplaires. C'est aussi téléchargeable sur notre site internet, donc vous pouvez récupérer le PDF et le mettre aussi sur votre site, sur une page peut-être, fréquenter les espaces naturels en toute sérénité, et puis au moins ça a l'avantage de faire une synthèse de tout ça. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette dernière présentation ou des questions, des besoins d'éclaircissement? N'hésitez pas. Alors, je vois dans la conversation un message plutôt de remerciement, de rien. Pour Affluence, oui, bien sûr, je vous préviens quand c'est en place, je dois les rappeler là, donc je vais le savoir assez rapidement. Pas de problème. Bon, tout était clair, Baptiste, j'ai l'impression. Impeccable, limpide, formidable. Vraiment pas de questions? Il y a encore Allez, temps? au moins une. Au moins une? Il nous reste 3 minutes.
Du coup, c'est le dernier Ah, webinaire de la saison. Ah, il y a hmm, une question il y peut-être. a Il y a une quelqu'un. main levée. Ah, c'est Guylaine. Vas-y, je te laisse ouvrir ton micro. Oui, Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on pourra avoir vos PowerPoint? On peut les recevoir? oui, alors ils sont tous sur notre site internet. Ah, Donc super, très bien. je vais vous renvoyer le lien au fur et à mesure. On les Ouais, a intégrés. En fait, on a mis les webinaires en ligne sur YouTube et les PowerPoints sont aussi disponibles sur la page. Donc je vous super. fais un mail après. Alors ça sera peut-être mis dans les jours à venir pour Oui, celui-ci oui, pas de d'aujourd'hui, souci. hein. Mais voilà, Très je vous bien, renvoie le lien. très bien. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, juste vous dire que c'est le dernier, voilà, c'était la dernière séquence aujourd'hui. On vous remercie vraiment pour votre participation. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous avez mon mail si vous avez des remarques à faire, peut-être pour nous aider à améliorer la démarche. Ou s'il y a des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde l'année prochaine, voilà, ça peut être l'occasion. Donc n'hésitez pas à me faire ces retours. On n'a pas forcément prévu de questionnaire officiel. L'idée, c'est plutôt d'être peut-être sur un échange spontané avec des remontées de votre part. Voilà, n'hésitez pas sur ça. Et merci pour les compliments. En tout cas, on a reçu plutôt des retours positifs. Donc on est content. On aurait aimé qu'il y ait peut-être plus de monde. Voilà, c'est sans doute à refaire. Merci à l'équipe du parc aussi, qui s'est investie pour préparer ces temps. Voilà, et la saison, là, elle commence pour tout le monde, donc c'est vrai que c'est de plus en plus chargé, là, les semaines qui approchent de l'été. Il y a pas mal d'événements cette année, comme chaque année, j'ai envie de dire. Donc voilà, écoutez, on va pas vous Hmm. retenir plus longtemps. On vous remercie à nouveau pour votre présence. Anthony Roux vous remercie aussi. Il devait être présent aujourd'hui et il s'est beaucoup investi aussi dans cette initiative, mais il vous salue chaleureusement. Voilà, merci encore. Merci à tous. À Bonne très journée. Merci, bientôt. merci. Au revoir.